Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Léa et on se retrouve aujourd'hui pour mon deuxième épisode de podcast tricot et autres activités créatives. Alors, je tenais tout d'abord à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à ma première vidéo. Franchement, je m'attendais pas du tout à ça. J'avais un peu peur de faire un gros flop, donc voilà. Merci énormément pour tous vos commentaires, notamment tous plus bienveillants les uns que les autres. Ça m'a fait hyper plaisir. Ça m'a motivée aussi à continuer à en faire d'autres. Donc j'espère que cette deuxième vidéo et les suivantes vous plairont tout autant. J'ai bien noté l'histoire du son et de la luminosité aussi. Bon alors faut savoir que comme j'habite en Islande et que ma première vidéo je l'avais tournée début janvier, on a encore des journées extrêmement courtes en janvier et c'était vraiment... la luminosité, j'y pouvais pas grand chose. Et je m'étais mise vraiment pile devant la fenêtre. Là aujourd'hui, au contraire, c'est une journée extrêmement lumineuse. Je n'ai pas su où me placer dans l'appartement parce qu'il y avait trop de soleil et c'était pas terrible. Donc j'espère que ça ira. Et pour le son, j'ai aussi essayé d'améliorer la chose. Je pense qu'à terme, il va falloir que je m'achète un micro parce qu'avec juste le micro de l'appareil photo, c'est pas terrible. Pour revenir du coup à ma première vidéo, ma démarche en fait slow vous a pas mal plu apparemment. Je vais essayer de garder vraiment cette démarche-là dans mes vidéos et de vous présenter des choses un peu plus durables et on va dire écologiques, éco-responsables au sens large. Merci aussi pour tous vos conseils sur la laine mohair, les alternatives, genre les mohair plutôt doux, et aussi les alternatives aux laines sans nylon pour faire des chaussettes. Ça m'a vraiment pas mal plu, sachant que, en fait, l'idée que j'ai, c'est de faire un jour une vidéo vraiment centrée sur la question des chaussettes sans nylon. Parce que j'ai commencé à faire une petite review de toutes les alternatives en fait, comment faire des chaussettes sans nylon, les laines qui existent ou même des petites techniques, des astuces pour faire des chaussettes qui durent dans le temps. Donc j'aimerais vraiment vous faire une vidéo comme ça où je présente un peu tout ça. Du coup, si vous pouvez me mettre là en commentaire vos astuces à vous que vous avez ou vos recommandations de laine sans nylon que vous utilisez ou pas, ou des choses dont vous avez entendu parler, et si vous avez déjà testé de faire des chaussettes sans nylon, est-ce que vous trouvez que ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence avec des laines à chaussettes classiques qui contiennent du nylon? Voilà, tous vos retours sur la question sont les bienvenus. Autre chose, sur ma dernière vidéo, j'ai eu un commentaire me disant qu'elle avait bien aimé le fait que je vis en Islande et qu'elle aimerait bien voir des choses qui présentent un peu la vie en Islande autour du tricot. Alors, je suis d'accord que ce serait marrant, ce serait intéressant pour vous de présenter tout ça. Après, pour que ce soit vraiment l'idéal, il faudrait que je fasse des vlogs, mais j'ai aucune envie de faire des vlogs parce que ça implique juste de réfléchir au quotidien tout le temps, à chaque fois que je sors, à chaque fois que je fais un truc, de filmer, et ça, j'ai juste pas envie du tout de me prendre la tête avec ça. Après, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer dans mes vidéos de vous mettre à des moments des petites anecdotes, de vous mettre aussi des vidéos voilà, principalement centrées sur le tricot. Je vais quand même essayer de garder ça sur le tricot, mais je vais peut-être essayer de mettre aussi des petites choses de paysage, de vie en Islande en général. Je vais essayer de faire ça. Voilà. Ah oui, et du coup, la personne disait dans son commentaire qu'elle avait suivi quelqu'un qui était, je crois, au Canada et qui montrait
enfin, qui avait fait des podcasts dans ce style-là où elle montrait un peu la vie là-bas et que notamment elle pouvait trouver de la laine en pharmacie. J'ai trouvé ça assez drôle. Alors faut savoir que l'Islande, c'est vrai que c'est le pays du tricot, mais c'est pas non plus au point de trouver de la laine en pharmacie. Mais par contre, en fait, il y a énormément de magasins de laine. C'est vrai que c'est un truc qui m'a marqué dès qu'on cherche sur Google Maps magasins de laine. En fait, il y en a partout. Et aussi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il y a un supermarché assez grand. Dans ce supermarché-là, il y a un rayon laine. Voilà. Donc, il y a le rayon frais et à côté, il y a le rayon laine. Donc ça, c'est hyper drôle. Et c'est pas que la laine islandaise, en plus, il y a plusieurs autres choix de laine assez connus. Alors, sur ma vidéo précédente, je vous présentais en fait tout ce que j'avais tricoté en 2 ans, parce que j'ai commencé le tricot en fin d'année 2021, et voilà, donc j'avais fait tout en gros jusqu'à la fin d'année 2023. Et là, sur cette vidéo-là, je vais vous présenter tout ce que j'ai tricoté, en gros mon bilan tricot des mois de janvier et février. Avant de commencer, je vais aussi vous dire du coup ce que je porte, qui est donc un pull que j'ai présenté donc, dans ma dernière vidéo, qui est le Novice Cardigan Chunky Edition de Petite Knit. Qui a été en fait mon tout premier pull que j'ai tricoté. Et du coup, mon premier objet que j'ai terminé en janvier, ça a été une écharpe que j'ai tricotée comme cadeau pour mon papa. Je me suis basée sur un patron gratuit qui est le modèle d'écharpe Zephyr de Queens & Co. Donc qui est un patron gratuit en anglais, mais voilà, qui se fait très bien, qui n'est pas très compliqué. Je suis partie en fait comme ça en inspiration, mais je l'ai modifié en fait. Il ressemble pas du tout à l'objet initial. La laine que j'ai utilisée, en fait, donc j'ai commencé à demander à mon père ce qu'il voulait comme couleur, et il m'a sorti un truc du style marron clair, orange vif. J'étais là, d'accord, qu'est-ce que c'est comme couleur? Donc j'ai cherché un peu, je lui ai envoyé plein de photos de pelotes de laine, et à chaque fois il me disait non ça va pas, ça c'est trop clair, non ça c'est trop marron, voilà. Et à un moment j'ai fini par lui dire non mais en fait c'est de la couleur rouille que tu veux. Et j'ai trouvé donc une laine dans un magasin islandais, je lui ai montré, il a dit ah oui ça c'est pas mal en effet. Donc je suis partie là-dessus. C'est une laine, vous connaissez probablement pas parce que je pense pas que ça s'exporte. C'est en fait une marque islandaise qui s'appelle Icewear. Donc et ce petit logo là qui fait en fait initialement des vêtements d'extérieur qui sont vraiment pas mal, et notamment il y a par exemple des doudounes, au lieu qu'elles soient fourrées en duvet, elles sont fourrées en laine de mouton islandais. Je trouve ça trop bien comme principe. Bref, et donc Icewear ont décidé de créer leur gamme de laine qui est donc le Icewear Garn. Attention, bien que ce soit une marque islandaise, ce n'est pas de la laine islandaise. Et ça, c'est un petit peu, je trouve, un petit peu traître, parce que il y a marqué sur l'étiquette, voilà, il y a marqué ça. Manufactured for Icewear, based on Icelandic experience. Donc c'est genre basé sur l'expérience islandaise, mais moi quand je suis allée en magasin, ils m'ont dit, en fait ils le disent sans problème, ils le cachent pas, mais c'est pas écrit sur l'étiquette. Ils m'ont dit oui, donc ça c'est de la laine qui vient de Nouvelle-Zélande. D'accord, ça pourrait être écrit quand même. Et en fait ils ont créé cette laine pour dans l'idée d'avoir vraiment une laine très très proche de leur laine islandaise, donc comme les laines que j'ai parlé la dernière fois, la Lättlopi principalement, Lättlopi et Alafosslopi. Ils ont voulu créer des laines qui ont vraiment les mêmes caractéristiques que la laine islandaise pour pouvoir faire leur pull islandais typique, mais qui ne gratte pas. C'était vraiment leur idée. Donc moi j'ai pris la laine le nom de la qualité de la laine, ça s'appelle Super, qui est donc la 100% laine, qui est une taille un peu déca. Et
elle est super wash. Elle s'appelle Super parce qu'elle est super wash. Et donc c'est pas forcément celle-là qui est la plus proche de leur laine islandaise, mais ils en ont une autre, enfin deux autres, qu'ils ont appelée Saga, qui remplace la Let Lopi, et Big Saga, je crois, qui remplace la Alafos Lopi, qui est un peu plus épaisse. Et ces deux laines-là ne sont pas super wash. Et c'est pour ça en fait que c'est celles-là principalement qui vont être utilisées, c'est laines-là qui vont être utilisées pour leur laine, enfin pour leur pull islandais, parce que comme c'est non super wash, le jacquard va mieux tenir. Donc moi pour mon père, je voulais prendre une laine super wash pour être sûre qu'elle soit encore plus douce et qu'elle lui gratte pas, parce que en fait je savais pas trop s'il était sensible à la laine ou pas. Et au niveau du cou, je me dis que voilà, c'était important d'avoir quelque chose de vraiment doux. Et ensuite j'ai pris cette laine là parce que la couleur rouille, en fait moi c'est une de mes couleurs préférées et je galère énormément à trouver cette couleur dans les laines existantes, je comprends pas. Et du coup j'en ai vu chez Icewear Garn, donc c'est pour ça que j'ai acheté ça là. Parce qu'en fait moi j'avais déjà repéré avant pour moi et du coup je lui ai pris celle-là. C'est une laine donc qui se tricote entre le 4,5 et le 5. Moi j'ai tricoté mon écharpe en 4,5. Le modèle de l'écharpe là, sur lequel je me suis basée, le patron Zephyr, en fait c'est un jeu de... On tricote l'écharpe au point mousse et en fait sur un côté un peu en asymétrique, il y a une bande de côte pour faire un peu des jeux de structure sur l'écharpe. Donc moi je me suis basée là-dessus, alors j'ai pas du tout respecté le nombre de mailles parce que j'avais une laine beaucoup plus fine. En fait, la Zephyr, elle se tricote en, je sais plus, peut-être en laine bulle qui, je sais plus, c'est assez épais. Et moi, donc c'est taille DK, épaisseur DK. Du coup, je l'ai tricoté en avec beaucoup plus de mailles. Et en fait, je suis partie sur cette idée-là de faire des côtes. Et en fait, je me suis rendu compte que mes côtes 1-1 à plat étaient terriblement moches. Mais vraiment, je vais vous mettre des photos, mais il y a juste pas à dire en fait. C'était juste la chose la plus moche que j'ai jamais tricotée. Et vraiment, j'exagère pas. C'est pas parce que je suis pas un peu perfectionniste ou quoi. Non, j'ai montré ça à mon copain, il m'a dit ah oui, en effet, c'est moche. Voilà, donc c'était... ouais, j'ai pas trop compris. Et en fait, moi, ce que j'ai fait sur mon écharpe, c'est que le modèle Zephyr, il a des genres de pompons aux extrémités. Et moi, j'ai pas voulu faire de pompons pour mon père, donc du coup, j'ai fait un modèle un peu plus classique d'extrémité d'écharpe. J'ai fait des côtes, et j'ai fait des côtes de 2. Et en fait, mes côtes de 2 à plat, elles étaient magnifiques. J'ai pas compris. Et donc ce que je me suis dit, c'est que en plus ça ferait plus joli de prolonger cette bande. Enfin en fait la bande, au lieu de faire des côtes 1-1, je fais des côtes 2-2 et ça fait prolonger sur l'extrémité de l'écharpe. Donc c'est ce que j'ai fait et c'était un peu mieux en termes de beauté des côtes, mais c'était pas trop ça quoi. C'était toujours pas parfait. Donc voilà, bizarre. Et en plus, autre chose, le fait de tricoter du point mousse et des côtes sur un même rang, en fait, les mailles n'ont pas la même hauteur si on tricote du point mousse ou des côtes. Et mon écharpe, elle était toute gondolée au niveau des côtes. Ça faisait vraiment des trucs comme ça, alors que le point mousse était à plat. C'était un peu bizarre. Voilà, donc en fait j'ai tricoté une petite portion et j'étais quand même un peu inquiète parce que c'était pas très beau. Donc j'ai bloqué pour voir ce que ça donnait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien étiré, parce que le point mousse en fait ça s'étire pas mal. Et en fait c'était nickel, c'était vraiment très beau. Comme c'est en plus c'était de la laine superwash, ça remettait bien les mailles comme il fallait. Donc de 1 c'était plus gondolé et de 2 mes côtes qui étaient pas tip top, ça allait. Ça se mettait bien finalement. Donc là j'étais très contente. Je vais vous mettre des petites vidéos que j'ai fait en fait de avant après blocage. C'est vraiment très satisfaisant et voilà.
Bon, la magie du blocage quoi. J'ai utilisé 4 pelotes, donc ce sont des pelotes de 50 grammes et ma longueur totale de mon écharpe était de 1m80, 1m90 je crois. Donc plutôt pas mal, à peu près 20 cm je crois de large. Donc voilà, taille d'écharpe tout à fait correcte. Mon père l'a bien aimée, voilà, je pense qu'elle lui grattait pas. Bon, du moins il me l'a pas dit, mais voilà, donc bien contente de cette petite écharpe. Deuxième projet dont je vais vous parler, cette fois-ci je l'ai avec moi, c'est un pull que j'ai terminé. En janvier. En fait, c'est un test que j'ai réalisé pour une nouvelle designeuse tchèque qui s'appelle Klara Pushin. Donc, elle fait des patrons qui sont... donc, elle en a déjà sorti quelques-uns, hein. Elle en a peut-être sorti 3, je crois, jusqu'à maintenant, voire 4. Celui-ci va pas sortir tout de suite, il devait sortir bientôt, mais en fait, il y a un peu des petites modifications, donc elle va le sortir en septembre. Il s'appelle le Ruska Pullover. C'est un modèle très original. Enfin, moi, je trouve ça original et surtout différent de ce qu'on peut voir habituellement dans d'autres voilà, dans d'autres pulls classiques. C'est en fait tous ces modèles, elle aime beaucoup tout ce qui est structuré avec des torsades. Donc tous ces modèles sont très travaillés comme ça. Et juste hyper beau en fait. Enfin, moi j'adore. Très très beau. Ce pull-là, en fait, est une construction hyper originale. On commence en fait par cette manche gauche. On tricote, on tricote, on tricote en rond. Ensuite, là, on se met à tricoter à plat pour faire le yoke. Et ensuite, on reprend sur la manche droite. Et en fait, ça, on se retrouve avec juste un truc hyper long qui ressemble presque à une écharpe. Enfin, non, on sait pas trop ce que c'est. On sait pas trop ce que c'est assez marrant. Et ensuite, on vient relever des mailles pour faire le corps. Je vais vous montrer le dos aussi. Il y a les mêmes petites torsades, évidemment, sur le dos. Il y a... c'est plein de détails en fait, mais tellement beau, tellement bien pensé. Par exemple là, en fait on a, donc là ça c'est le dessus de la manche, on a une belle torsade comme ça. C'est pas facile à montrer, mais on a une belle torsade comme ça, qui ensuite vient se séparer au niveau du col, comme si les deux parties de la torsade se séparaient et viennent se rejoindre sur ce côté-là. Donc c'est très très beau. Pareil pour le dessous de la manche, on a une genre de mini dorsade comme ça qui fait une petite ligne en relief. Et en fait, elle continue le long. Donc ça c'est... Ah, je suis pas très douée pour montrer ça. C'est le dessous du bras. Et ensuite, elle vient courir tout le long du corps. On peut voir aussi que sur le côté, en fait, le derrière est un peu plus long, en bas, un peu plus long que le devant. Et là aussi, le détail, c'est un I-cord qui vient terminer le bas. Voilà, c'est hyper beau. C'est hyper beau. Moi, c'était les premières torsades que je tricotais, en fait. J'avais un peu... non, j'avais pas forcément peur, mais je savais pas trop à quoi m'attendre, si ça allait être compliqué ou pas. Il s'avère que c'est très, très simple. Hein. J'ai pas eu de difficulté particulière avec son patron. Et juste la seule difficulté... Enfin, la chose où je suis très contente d'avoir été dans un test et où justement tout le monde posait des questions et on pouvait s'entraider, c'était quand on tricote des torsades à plat. En fait, la grille... Enfin, en fait, quand on a une grille, quand on la tricote à plat, en fait, il faut la lire à l'envers quand on est sur l'envers. C'est-à-dire que, par exemple, le symbole pour dire tricoter à l'endroit, eh ben,
il est toujours marqué en tricoté à l'endroit, sauf que quand on est à l'envers, faut le lire en tricoté à l'envers. Voilà, c'est juste... ça paraît logique, mais c'est pas instinctif. Enfin, du coup, du moins pour moi, c'était pas instinctif. Donc, c'est la seule petite difficulté que j'ai eue, mais sinon, c'était très agréable à tricoter. La laine que j'ai utilisée, il m'en reste un petit peu. C'est la laine, c'est une Népal de Drops. La couleur de la laine, je crois que j'aurais dit en français que c'était la couleur noisette, mais plus trop sûr. Elle a 89,17. 65% laine, 35% alpaga. C'est une épaisseur worsted, donc ce qui était recommandé pour ce patron. Et j'ai tricoté avec des aiguilles 5 mm. Donc j'aime bien cette taille d'aiguille, je trouve que ça permet d'aller quand même assez vite. C'est agréable comme ça. La laine, donc la Népal, elle n'est pas super vache parce qu'il y a de l'alpaga. Elle est agréable, ça va, elle pique pas. Par contre, ce que je me pose la question, c'est au niveau de la durabilité de cette laine. J'ai peur que ce soit pas très durable dans le temps, parce que là je l'ai un peu portée, mais honnêtement pas tant que ça non plus. Et elle bouloche, sans faire des grosses bouloches, mais c'est plus que ça fait un aspect tout lisse. Ça fait un aspect un peu tout usé en fait, surtout au niveau du bas. Et sur les manches aussi, c'est pas... Voilà, bah là, voilà, là peut-être qu'on verra un peu mieux, il y a quelques petites bouloches et un peu un aspect usé. Donc j'ai peur que ça dure pas trop dans le temps. Oui, autre chose que j'ai oublié de préciser, c'est qu'en fait, là je vous ai dit, on commence par la manche gauche, on fait le yoke et on termine par la manche droite. En fait, cette construction, elle a l'inconvénient qu'on ne peut pas vraiment ajuster la longueur des manches. Et en fait, c'est un pull qui est un peu une forme blouse. En fait, elle est assez courte et les manches sont un peu style manche 3/4. Donc ce qui est sympa hein, comme forme, ça change. Mais en fait, il y a plusieurs des testeuses qui ont dit qu'elles auraient préféré avoir des manches plus longues. Et du coup, la designeuse a décidé de changer un peu la construction. Et c'est pour ça qu'il va sortir qu'en septembre. D'après ce que j'ai compris, en fait, on commencera par le yoke. Et ensuite, on fera une manche, puis l'autre. Donc les deux dans le même sens, en mettant une partie en attente. Voilà. Et ça permettra d'ajuster la longueur des manches. Voilà, de faire des manches un peu plus courtes ou un peu plus longues. Voilà pour le détail de ce pull. Je vous invite à aller voir ce que fait Clara Pushing parce que j'aime bien son univers personnellement. Les autres projets que j'ai fait au mois de janvier et février, ce sont des chaussettes encore. Et alors ça, ce sont 2 paires de chaussettes islandaises. Dont je suis hyper contente. Donc j'ai commencé en fait la première par celles-ci qui sont des chaussettes pour mon copain. C'est des chaussettes que je lui ai fait pour son anniversaire. Il m'a dit qu'il voulait des chaussettes et qu'il voulait des chaussettes spécifiquement. Il m'a demandé des chaussettes d'intérieur épaisses et il m'a dit tant qu'on est en Islande, autant prendre de la laine islandaise. Je lui ai fait des chaussettes en laine islandaise. J'ai fait en double Plötulopi, qui est... j'en avais parlé dans ma vidéo précédente, mais là, si vous voulez plus de détails, c'est... j'ai pas les laines sous les mains, là, mais c'est des laines mèches qui sont pas du tout... retordues. C'est une laine qui n'est pas du tout recommandée pour faire des chaussettes initialement. C'est juste... Voilà, c'est pas une laine de chaussettes. Pour plusieurs raisons, parce que déjà, premièrement, elle ne contient pas de nylon. Et ensuite, en fait, j'avais vu la laine très peu retordue
ça va beaucoup plus s'abîmer. Donc c'est pas recommandé du tout. Voilà. Alors, j'ai quand même décidé de faire des laines, enfin des chaussettes avec cette laine-là, parce que déjà, petit 1, il m'a demandé des chaussettes en laine islandaise, donc j'allais pas lui dire non. Et petit 2, c'était des chaussettes d'intérieur, donc en fait a priori ça s'abîme quand même beaucoup moins que des chaussettes qu'on met dans des chaussures. Et ce que j'ai fait, c'est que je les ai tricotées avec des aiguilles très serrées, parce que voilà, une des choses que j'ai vues pour faire des chaussettes sans nylon, c'est d'avoir vraiment le plus de mailles au centimètre. En gros, plus on a un tricot serré et dense, plus ça va durer dans le temps, et moins ça va s'abîmer. Donc moi c'est ce que j'ai fait, donc j'ai fait mon tricot en platulopie que j'ai tenu en double et que j'ai tricoté avec des aiguilles 3,5 mm. Pour rappel, la platulopie tenue en double, ça se tricote entre... c'est assez variable, hein, mais on peut l'utiliser, la moyenne c'est entre 4,5 et 6 mm. Donc moi j'ai utilisé du 3,5. Une autre raison aussi pour laquelle j'ai voulu tester ça, c'est que la laine islandaise contient des fibres très longues et du coup assez résistantes. Si par exemple on fait ça avec d'autres laines mèches du style la Nutiden, la Manchelopi, des laines mèches comme ça qui sont très douces, en fait il n'y a pas ces longues fibres qui les rendent résistantes. Voilà, et en fait j'ai plus les noms en tête, mais j'avais un peu essayé de chercher s'il existait des chaussettes tricotées en platulopie pour voir si j'étais complètement aberrante, et j'ai trouvé 3 modèles, je crois, où les designers les ont tricotés, des modèles qui sont faits pour être tricotés avec des laines islandaises, platulopie ou laetlopi. J'ai donc décidé de me lancer, et c'est aussi pour ça que j'ai pris du 3,5 en taille, c'est que leur patron était fait en 3,5. Donc ce sont des patrons maison pour mon copain qui a des pieds d'homme, j'en sais rien, il fait du 42 je crois. Je lui ai fait des chaussettes avec 48 mailles, sauf pour la partie du jacquard, parce que comme c'est vraiment très peu élastique, il fallait qu'il puisse passer son pied. Donc là j'ai augmenté, j'ai rajouté 6 mailles, donc on a 54 mailles ici. Je lui ai fait un talon en rang raccourci, là, voilà. Et en fait, ce que j'ai fait, donc le jacquard, c'est moi qui l'ai sorti de ma tête par inspiration de pull islandais. Et aussi, du coup, j'ai voulu lui faire des chaussettes comme ça avec ce modèle islandais parce que, en fait, mon copain n'aime pas du tout les pulls islandais. Parce qu'il trouve que là, ça fait vraiment... le yoke, il a l'impression qu'il y a un truc posé sur la tête, enfin sur les épaules, et il aime pas du tout. C'est pas le motif en soi qu'il aime pas, c'est cette forme toute ronde qu'il y a autour du corps. Il n'aime pas du tout. Donc je savais que je ne pourrais pas lui faire de pull islandais. Donc je me suis dit, quand même, on est en Islande, je vais pas lui faire des pulls islandais, mais je vais lui faire des chaussettes avec l'inspiration de pull islandais. Donc voilà, c'est parti de là l'idée. Il les aime beaucoup, il les porte tout le temps. Vous voyez, désolé, du coup elles sont un peu portées, mais voilà, il y a des endroits où ça fait des petits trucs là, des petites bouloches, mais rien de... pour l'instant elles sont pas encore trop abîmées. Hein. Ce serait intéressant, je vous redirai dans quelques mois comment elles ont tenu. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai fait une autre pour moi cette fois-ci. Donc moi, j'ai fait une construction un peu différente. Ah oui, pour celle-là, j'ai oublié de vous dire, je les ai faites en cuff down, donc du haut vers le bas. Ensuite, pour les miennes, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en gros, j'ai des gros problème de froid aux pieds en hiver. C'est assez violent en fait. C'est-à-dire que j'ai beau avoir, j'ai des chaussures de randonnée en cuir, très bien, hein. Et j'ai des chaussettes
en des chaussettes, enfin les trucs qu'on trouve dans des magasins de sport, hein, un peu partout maintenant, ils font beaucoup de chaussettes en laine. Donc c'est pas de la pure laine, mais c'est des chaussettes voilà, très bien pour être dehors, pour pas avoir froid, tout ça. Et ça marche pas en fait avec moi, j'ai juste les pieds gelés. Dès qu'on passe en dessous de 0, j'ai les pieds qui gèlent. Donc je me suis dit qu'en dernier recours, il fallait que j'essaye les chaussettes islandaises. Parce que vraiment, la Plötulopi, c'est juste la chose la plus chaude au monde. Mon pull islandais, je me le trimballe partout en fait. Dès qu'on sort, je le mets. Enfin, je veux dire, je mets plus mes polaires que je mets habituellement pour aller randonner ou juste voilà, pour être dehors quand il fait froid. Une polaire, c'est genre rien à voir du tout avec un pull islandais, quoi. Donc du coup, je me suis dit qu'il fallait que je fasse la même chose, le même traitement pour mes pieds. Et ben là c'est des chaussettes que je vais mettre dans mes chaussures, hein. Et tant pis, on verra bien si ça marche ou pas, enfin si ça s'abîme hyper vite ou pas. Mais là en fait, juste pour mes pieds, il fallait que je teste. Tant pis si c'est de la laine islandaise et que c'est pas du tout conventionnel pour des chaussettes. Donc cette fois-ci, j'ai fait une structure un peu différente. Là, j'ai fait un talon à gousset parce que comme c'était pour porter dans des chaussures, il fallait que ce soit un peu plus confortable et que ça prenne bien la forme du pied. Et donc cette fois-ci, j'ai fait de la pointe vers le haut, un toe-up, parce que en fait, je ne sais pas faire de chaussettes à gousset du haut vers le bas. Donc j'ai appris comme ça, donc j'avais pas envie de me prendre la tête. Voilà, donc ces chaussettes sont beaucoup plus simples, hein. J'ai pas fait de pointe et de talons contrastants parce qu'en fait il fallait vraiment que... Enfin, je les ai un peu tricotées en mode urgence. Je voulais pas m'embêter à avoir des fils à rentrer, tout ça, à réfléchir aux couleurs. Donc j'ai fait tout d'une seule couleur, en gris. Ah putain, le soleil est en train de se coucher, c'est pas vrai. Ah, j'ai une luminosité pourrie du coup. Ah, je pensais que j'aurais le temps avant que le soleil se couche. Oh non. Bon, super. Bon, on va essayer de terminer comme ça. J'ai allumé un peu plusieurs lumières pour qu'on garde quand même une certaine luminosité. Du coup, je sais plus ce que j'étais en train de vous dire sur ces chaussettes-là. Mais en gros, donc j'ai fait mon talon, un talon à gousset classique. Le seul truc, c'est que comme vous le voyez, je n'ai pas fait de talon à gousset renforcé. J'ai délibérément choisi de faire un talon tout simple, tout droit, là, vous voyez, qui se prolonge en jersey comme ça. En fait, c'était vraiment volontaire de ma part en me disant je pense que quoi qu'il en soit, ça va s'abîmer et que je vais devoir les réparer. Et du coup, si j'ai pas de la structure là, avec le talon renforcé, ce sera quand même bien plus simple à réparer du jersey tout simple. Donc voilà, c'était vraiment volontaire de ma part. On verra, hein. Je ne sais pas si c'était la solution la plus judicieuse, mais j'ai décidé de faire ça. Et là, pour les miennes, du coup, pour moi qui fais une taille 38, 39, j'ai fait 42 mailles, sauf pour le jacquard où j'ai fait, pareil, j'ai augmenté 6 mailles, donc on arrive à du 48 mailles. Ensuite, pour les côtes, j'ai rediminué à 42 mailles et j'ai fait des côtes torse également pour que ça resserre bien le pied. Pour terminer, j'ai fait, alors sur l'une, j'ai fait le Jenny's Surprisingly Stretchy Bind Off. C'est sur celle-là. Et je pense que j'ai un peu trop serré parce que c'est pas facile à mettre. Et sur celle-là, j'ai voulu faire un rabat à l'aiguille, comme on fait pour les pulls. Et en fait avec de la Plötulopi, c'est une horreur. C'est vraiment une horreur de faire le rabat à l'aiguille avec une laine mèche. Mais il se trouve que ça, c'est quand même, je trouve, plus extensible. Et celle-là, ça bloque un peu.
Enfin, en fait, non, c'est très extensible, mais je pense que j'ai un peu trop serré et quand on tire fort, on sent vraiment la ligne là du haut. Et en gros, je galère un petit peu à mettre mon pied. Non, enfin ça va, j'arrive à le mettre, mais je veux dire, je peux pas l'enfiler comme ça, comme une chaussette du commerce. Faut que je force un peu plus. J'ai complètement oublié de vous montrer les chaussettes portées, donc les voici. On voit bien que là, avec le gousset ici, ça prend bien la forme du pied là, donc ça les rend vraiment hyper confortables. Le pied bouge pas du tout dans la chaussette. Sinon, si jamais vous vous posez la question de faire des chaussettes en laine islandaise parce qu'elle gratte, c'est vrai que moi mon pull islandais que j'ai fait en Plötulopi, je le porte avec un t-shirt à manches longues dessous parce qu'il me gratte un peu, mais bon, tout en étant quand même assez supportable. Et du coup, les chaussettes, en fait, j'en parlais dans mon épisode précédent où j'avais fait des chaussettes avec du mohair, alors que le mohair habituellement me gratte le haut du corps. Sur les pieds, c'est assez étonnant, ça gratte vraiment pas autant. C'est pas aussi sensible que ce qu'on pourrait croire. Donc ce qui fait que sur la partie basse vraiment du pied, là, en dessous, là, tout ça, ça me gratte quasiment pas. Franchement, ça va. Et là où ça me gratte, ça va être sur la tige. Là, je le sens. Et un chouïa sur le dessus, là, ici. Mais franchement, c'est largement supportable. Je l'oublie complètement. Et enfin, niveau chaleur, alors, elles sont chaudes, hein. Elles sont très très chaudes. Ça, il n'y a pas de souci. Après, je dois avouer que par exemple, pour être dehors, rester statique, c'est peut-être pas... Voilà, c'est toujours pas ça pour moi en tout cas. Là, j'ai pu les tester hier soir, on est allé voir les aurores boréales et en fait, on n'a pas bougé par -5 pendant 1h30 et c'est vrai que à la fin, j'avais un peu froid aux pieds. Après, je pense que j'avais moins froid qu'avec mes chaussettes du commerce. Donc c'est tout pour tout ce que j'ai tricoté en janvier et février. Enfin, du moins tout ce que j'ai terminé. Et là, je suis en train de tricoter quelque chose. Oui, je suis plutôt du genre mono en cours. Donc je suis en train de tricoter quelque chose. Alors, qui sont des chaussettes de reste. Alors, mes chaussettes de reste. Alors déjà, pour commencer, pourquoi je fais des chaussettes de reste? Et en fait, ce qui se trouve, c'est que j'ai... sur Instagram, je suis quelques tricoteuses islandaises et il y en a une un jour qui met je donne des restes de laine, principalement Arwetta, si ça vous intéresse, voilà. Et du coup, j'ai répondu très très rapidement. Du coup, il y avait personne d'autre qui avait répondu avant moi. Et au début, j'avais juste demandé les laines à chaussettes et en fait, elle me donnait aussi de la laine. Je l'ai là, de la Sandnes Garn, de la Baby Hull. Voilà, donc ça c'est un. Il y a du coup une laine en plus que je suis en train d'utiliser. Et elle m'a donné plein de laine à chaussettes qui est de la Arwetta, Filcolana Arwetta. Du coup, je suis très contente parce que j'ai pu tester enfin la Arwetta dont j'entendais énormément parler. Et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'elle est incroyablement douce. C'est vraiment la différence avec la Fabelle, puisqu'en fait en laine à chaussette c'est la seule que j'avais tricotée jusqu'à maintenant. En différence avec la Fabelle est vraiment flagrante quoi. Du coup il y avait plein de restes, vraiment des petits restes. En tout cas pour la Arwetta c'était du moins de 20 grammes pour chacun des restes les pelotes de Baby Hull, elles sont un peu plus grosses quand même. Mais c'est, voilà, on va dire, je sais pas, 30 grammes peut-être. 30-40 grammes. Voilà. Et du coup, je me suis mise en quête de faire des chaussettes de reste avec tous ces trucs-là. Et même avec les Baby Hull, en me disant que, voilà, de toute façon, moi je veux faire en partie des laines... je vais essayer de faire des laines sans nylon, donc c'est un bon moyen. C'est un bon moyen de tester, en fait, de voir la durabilité, ça se trouve tout de suite ou pas, quoi. J'ai un peu galéré, en fait, à commencer, parce que j'ai mis tous mes restes ensemble.
Et j'ai essayé de chercher les couleurs qui allaient bien ensemble. Un truc où j'ai beaucoup d'une couleur et après je rajoute d'autres où il y en a moins. J'ai commencé à réfléchir à soit faire des rayures, soit faire du jacquard. Voilà, en gros, j'ai tout de suite vu cet ensemble-là de couleurs. Donc ça, c'est la Baby Hull et ces deux-là, c'est de la Arouetta. Donc laine à chaussettes, pas laine à chaussettes. Et j'ai tout de suite vu ces trois couleurs ensemble. Et je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire des rayures 1-1. En fait, je voyais pas comment faire des rayures 1-1 avec autant de couleurs. Et surtout, je voulais pas faire des rayures comme ça. Je voulais faire des rayures avec celle-là qui venait entre, quoi. En gros, des genres de rayures comme ça, quoi. Je connaissais la technique du tricot hélicoïdal avec 2 couleurs. Mais je voyais pas comment le faire avec plusieurs couleurs. Et j'ai fini par tomber sur une vidéo qui en fait montre ça et c'est extrêmement simple. En fait, ce que j'ai commencé à faire, c'est que j'ai divisé cette laine-là en 2. Je l'ai pesée et je l'ai coupée au milieu et j'ai fait deux pelotes comme si, en les considérant en fait comme 2 couleurs différentes. Donc en fait, c'est comme si je faisais des rayures à 4 couleurs. Et l'idée, bon, je ne vais pas vous faire un tuto détaillé, hein, je vous mets juste une petite vidéo pour que vous compreniez de quoi je parle au fur et à mesure, pas que juste mes mots ne veulent rien dire, mais je vous mettrai la vidéo qui m'a aidée, ce sera quand même beaucoup plus parlant d'avoir un vrai tuto. Mais l'idée, c'est en fait le tricot hélicoïdal avec une couleur. Sur un même rang, on vient changer de couleur au milieu du rang. Et quand on arrive au rang d'après, on s'arrête 3 mailles avant de revenir sur la couleur, sur l'autre couleur. En fait, avec 4 couleurs, c'est la même chose. On commence par une couleur, on fait un rang complet, et ensuite, on vient diviser le nombre de mailles complets qu'on a sur l'aiguille en 4. Donc moi, là, j'avais 60 mailles, donc divisé par 4, ça fait 15. Donc en fait, tous les 15 mailles, je viens ajouter une nouvelle couleur, mais sur un seul rang. Et ce qui fait qu'en fait, on change de couleur 3 fois sur un seul rang. Et c'est le même principe que pour le tricot hélicoïdal à 2 couleurs. On s'arrête 3 mailles avant de changer de couleur. Bon alors moi c'est pas parfaitement régulier parce que le problème c'est que j'ai fait un peu n'importe quoi et en fait au début quand je tricotais comme ça et en gros mon Magic Loop, on voit les marques du Magic Loop à des endroits, à différents endroits à chaque fois. Mais sinon, c'est beau hein, franchement, on est d'accord que c'est beau. Je suis archi fan, j'adore. Voilà, donc en fait j'ai des rayures 1-1 entre de la laine à chaussettes et de la pas laine à chaussettes. Je pense que ça va aussi être un moyen de voir la différence d'usure entre les 2 laines, de les avoir sur une même chaussette. Voilà. La pointe et le talon, j'ai quand même voulu les faire en fait par précaution en laine à chaussettes, donc c'est de la Fabel. C'est Bordeaux ou rouge rubis je crois. Et ça, c'est rouille. Donc avec cette histoire-là de faire glisser les mailles avant de changer de couleur, j'avais vraiment pas envie de m'embêter à faire un talon à gousset. Je me suis dit que ça allait être l'horreur. Je veux dire, en fait, le moment où on change de couleur, et en plus avec 4 couleurs, ça tourne tout le long autour du pied. Donc en fait, j'allais forcément avoir des moments où je me serais retrouvée avec des mailles à faire glisser au beau milieu d'une augmentation, quoi. J'avais pas envie de m'embêter à faire ça, donc en fait, ces chaussettes-là, mais ça a été un peu l'enfer. Genre la pointe, je l'ai refaite 3 fois, le talon, je l'ai refait 4 fois.
Et en fait, j'avais commencé par faire un talon en rang raccourci classique. Et, en fait, ça allait pas. Enfin, c'était... ça tirait... Enfin, mon talon était beaucoup trop court et ça tirait beaucoup trop, vous savez, au niveau des mailles du coup de pied, là, du dessus du pied. En fait, ça tirait trop et c'était moche. Avec des rayures 1-1, bah regardez, en fait, ça fait ça, quoi. Enfin, je trouve que c'est quand même nettement pour moins joli que cette partie-là, là, qui est trop belle. Et j'aimais pas ça, donc en fait, j'ai défait et j'ai décidé de faire un petit gousset. Et là, je me suis inspirée d'un patron que en fait j'avais utilisé pour faire les chaussettes pour ma mère pour Noël. Ce sont les Downton Abbey Socks, je ne sais plus de qui, je vous mettrai le nom, qui consiste en fait à faire un petit gousset avec 6 augmentations seulement et de faire un mélange entre un talon en rang raccourci et à la fin un petit... de réabsorber le gousset là en petit talon à gousset. Ce qui fait un talon en fait qui... Bon, déjà là on rajoute des mailles ici, ce qui permet que ça tire un peu moins sur le dessus du pied et ensuite de bien monter ici pour pareil que ça vienne pas trop tirer là et que voilà, et que ce soit moche. En fait j'ai commencé au début mes augmentations en faisant les augmentations classiques à chaussettes, là l'augmentation inclinée à droite et à gauche. Et en fait, c'était pas terrible. Je vous mettrai une photo, mais ça venait tirer la couleur du dessous et un peu mélanger les couleurs et pas faire très beau. J'ai fait un autre système d'augmentation. J'ai fait un système de... sur un rang, on fait un jeté et ensuite le rang d'après, on vient tricoter ce jeté de torse. Et je trouve quand même que là, on n'est pas trop dégueu en termes d'augmentation. C'est beau, ça reste quand même discret. On garde les rayures, quoi. Voilà, donc là en fait l'idée c'est de continuer cette chaussette en terminant en fait au maximum que je puisse faire avec mes laines. Ça va être ces 2 laines là, mes laines déterminantes et surtout la bleue, où en fait il me reste vraiment pas grand chose, donc je vais tricoter jusqu'au maximum de ces 2 là. Sachant que ces 2 couleurs là, je les avais déjà divisées en 2 en me disant bah voilà, je divise en 2, j'en ai une pour chaque chaussette. Donc en fait il va me rester ça et ça pour l'autre chaussette. Dernière chose dont j'ai à vous parler, ça va être mon prochain projet qui sera un pull. Enfin, je vais d'abord terminer ça, je pense, hein, quand même. Faut pas trop pousser, je suis vraiment mono-projet. Ça va être un pull où en fait, ça fait très longtemps que je veux me faire le sweater number 9 de My Favorite Things Knitwear. Le premier modèle, hein, pas la version light. Ça se tricote avec des grosses aiguilles, il a l'air tout moelleux, son gros col douillet là, vraiment, il me plaît beaucoup. Et je veux le faire. Je pense que dès que j'ai commencé à tricoter, j'ai vraiment eu ce pull là en gros coup de cœur et je veux le faire en couleur rouille parce que j'en parlais plus tôt dans ma vidéo. J'adore cette couleur. J'avais repéré comme alternative au mohair la Brushed Alpaca Silk de Drops qui n'est pas une vraie alternative dans le sens où elle est plus épaisse, légèrement plus épaisse que du mohair et soie. Pour 25 grammes elle fait 140 mètres alors qu'en général du mohair et soie pour 25 grammes il y a entre 200 et 250 mètres, donc c'est quand même plus épais. Après pour ce modèle là ça me dérangeait pas parce que il est tricoté vraiment avec des grosses aiguilles, il a un côté je trouve légèrement déjaugé. Donc en ayant une laine plus épaisse, ça permettrait d'éviter ce côté justement déjaugé qui ne me plaît pas trop. Ensuite, ma belle-mère pour mon anniversaire m'a demandé ce que je voulais et non en fait elle m'a même pas demandé, elle m'a proposé, elle m'a dit bah, pour ton anniversaire est-ce que ça te dirait que je t'achète de la laine et plus particulièrement de la laine de Mérinos d'Arles. Parce que bon c'est vrai qu'en Islande il y a beaucoup de magasins de laine, il y a plein de marques disponibles.
voilà, enfin, il n'y a pas de souci, hein, je ne vais pas être en manque de laine. Mais elle me disait... en fait, on avait déjà parlé à un moment en disant que en France, on a quand même la chance d'avoir du mérino 100% français, du mérino d'Arles. Et en fait, je lui ai parlé de la laine de Rerum Natura, qui est une marque française et qui fait aussi des laines issues de mérinos d'Arles. Et ça lui a beaucoup plu. Elle a vu ça, genre, oh là là, ils font des laines magnifiques, oh c'est génial. Ça lui a tellement plu qu'en fait, elle s'en est achetée pour elle également, pour recommencer à tricoter, parce qu'elle tricotait quand elle était jeune. Et du coup, j'ai choisi la Gilliatt. Ça fait très longtemps que j'en entends parler et je voulais la tester, c'est vrai. Et elle est juste magnifique, en fait. Elle est trop trop belle. C'est le coloris érable 361001. Donc c'est une laine d'épaisseur worsted qui se tricote entre du 4 et du 5, 100 grammes pour 250 mètres. Et c'est marqué, ce fil est fabriqué à partir de la laine douce et gonflante de Mérino d'Arles, élevée respectueusement en Provence. Pour certains coloris chinés, elle est associée à celle de mérinos noirs portugais, élevés dans la vallée de l'Alentejo, selon des méthodes traditionnelles. Il est filé et teint en France, dans la Creuse. Donc c'est vraiment... Enfin, s'il n'y avait pas la laine portugaise, ce serait une laine 100% française. Bon là, ça, portugaise, c'est pas bien loin par rapport à l'Australie. Ce qui en fait une laine qui, moi, en fait, coche tous les critères de laine et j'aimerais vraiment... dans l'idéal, j'aimerais avoir que des laines comme ça, en fait. Il y a en effet, comme ils disent là, le coloris chiné qui permet d'avoir des petits reflets, des petites variations de couleurs un peu noires dedans et ça lui donne une profondeur mais juste magnifique. Voilà, et donc pour revenir à mon pull, en réalité, mon idée était donc d'associer les deux, sauf que j'avais acheté la broche d'alpaga avant et elle est beaucoup plus pâle en fait. Ça donne rien, mais vraiment la différence de nuance est un peu trop prononcée. Et en plus de ça, l'autre truc qui me dérange sur la alpaga, en fait le fil de soie reste blanc. Et bon, ça je sais que c'est quelque chose qui est le cas pour beaucoup de laines, des mohair et soie, mais aussi des alpagas et soie. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire la composition de celle-là, mais c'est du coup 77% alpaga, 23% soie. Et donc ce fil de soie blanc se voit, je trouve. Et en fait, avec cette laine-là en fond, ça se voit et ça me dérange un petit peu. Alors, en fait, j'aime beaucoup les laines chinées. J'aime beaucoup d'avoir des nuances, de la profondeur. Ça fait quand même quelque chose de beaucoup moins ennuyant et beaucoup moins industriel, de beaucoup plus rustique. Donc j'ai fait un échantillon. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ça me dérange un petit peu d'avoir en fait des nuances trop importantes et surtout qu'on voit ce petit fil blanc. Aussi, j'ai peur que l'alpaga, vous savez, ça finisse par faire quelque chose d'un peu trop feutré en fait en surface et qu'on voit plus la définition des mailles mais juste un gros tricot tout flou. Donc j'ai peur que l'alpaga rentre pas hyper bien à long terme. Le truc aussi qui me dérange, c'est en fait l'idée de mélanger ces deux laines qui n'ont quand même absolument rien à voir en termes de valeur et en termes de qualité et voilà, et de choses qui me plaisent. Mais en même temps, j'ai ça, il faut que je l'utilise, quoi. Donc je pense que je vais quand même faire ça, mais... Bon, je pense que là aussi je me focalise parce que c'est un petit échantillon, donc en fait, je le regarde de proche et je vois les trucs qui me dérangent. En fait, sur un pull, je me dis qu'on regardera l'ensemble, mais on ne regardera pas le petit bout d'endroit où il y a le fil de soie qui se voit, quoi. Voilà, mais dites-moi quand même ce que vous en pensez. Ça me rassurera un peu pour que je commence
à me lancer. Pour l'instant, j'ai pas encore voulu me lancer parce que j'hésite encore. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo va pas être trop longue. J'espère vraiment parce que là, ma vidéo de plus d'1 heure, c'était un peu beaucoup. Je pense que dans l'idéal, j'aimerais bien que ça dure genre 3/4 d'heure, 1 heure grand maximum. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la luminosité là, c'était pas trop n'importe quoi aussi. J'espère que j'étais quand même assez claire quand je parlais. J'ai l'impression d'avoir été un peu plus, je sais pas, un peu plus brouillon que la première vidéo. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et voilà. Et après, eh ben, écoutez, on va se retrouver, je pense, fin mars. Je vais essayer de garder le rythme d'une vidéo par mois. Bah écoutez, merci d'avoir regardé jusque-là. Et on se retrouve fin mars. D'ici là, portez-vous bien. Salut!